Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT ce soir, c'est historique, l'AS Monaco Basket est qualifié pour les playoffs de l'Euroleague, une première pour un club français depuis l'Asvel en 2001, réaction à suivre dans quelques instants. Puis nous recevrons Renaud Capuçon, le violoniste français est en concert demain en Principauté pour la clôture du Festival Printemps des Arts. La protection de l'environnement, un engagement qui nous concerne tous. Nous avons suivi aujourd'hui l'opération de nettoyage menée par l'association monégasque des athlètes olympiques. Un engagement suivi également par l'enseigne de sport Decathlon qui s'est lancée dans l'économie circulaire. Nous en parlerons avec Sébastien Hucher. L'AS Monaco Basket est certaine de jouer l'Euroleague la saison prochaine grâce à leurs multiples performances, notamment la dernière à Milan et suite à la victoire de l'Anadolu Efes face à Berlin hier. Les Monégasques ont acté leur qualification pour les playoffs. Jamais une équipe a accédé au quart de finale pour sa première saison en Euroleague. C'est aussi une première pour un club français depuis l'Asvel en 2001. Je vous propose d'écouter la réaction de Donatas Moteyounas et du capitaine de la Roca Team, Léo Westermann. I mean, honestly, it's a big celebration for, I think, country of Monaco, for all the people of Monaco, and also our team, our organization. You know, as I understand, as I read at least, not one team yet, first year in the EuroLeague, been in the playoffs. So this is a big achievement in the modern EuroLeague, I would say. So it's a big achievement for us, big achievement for the city, and you know, honestly, the job just starting. You know, I think we're ready to show that we can do more, and this is our goal. You know, we're working every day really hard, and you know, there's still a lot of big and important games in front of us. On est la meilleure équipe, je crois, de la phase retour maintenant, puisque Barcelone a perdu hier. Ça en dit long sur nos capacités. Après voilà, on a pris les matchs les uns après les autres, on savait le potentiel de cette équipe, même nous, entre nous. Maintenant il fallait le montrer sur le terrain, c'est ce qu'on a fait, mais je pense que les gens ne réalisent pas combien c'est difficile de se qualifier pour des playoffs et plus. Quoi. Les playoffs, c'est, comme je l'ai dit hier aux gars, maintenant c'est le plus dur qui nous attend. Tout le monde a un gros objectif et c'est le plus important. Sur la meilleure dynamique de l'Euroleague avec 12 succès sur ses 15 dernières rencontres, Monaco impressionne. Une qualification méritée selon les journalistes experts du basket. Pour nos commentateurs David Cosette et Ali Traoré, le déclic est l'arrivée de Sacha Obradović à la tête de l'équipe. Un avis partagé par Arnaud Lecomte de l'équipe, de Stéphane Brun d'RMC Sport. Le constat est le même pour le directeur sportif de la Roca Team. Pour lui, il y a deux facteurs majeurs. Le premier est Sacha Obradović et le deuxième est l'esprit d'équipe. Et vous, que pensez-vous de cette qualification historique? Fabien Bonilla est allé à votre rencontre. Très heureux et très content de cette performance hors norme. Bah écoutez, c'est formidable, là, on s'attend. On ne pouvait pas espérer mieux. Hein. Ouais, c'est le maximum qu'ils pouvaient nous donner, donc on est très contents. J'ai été plusieurs fois et c'est vrai que c'est bien. Il y a une ambiance, il y a tout, c'est top. Ils sont forts, la Roca Team, je les aime bien. Ils vont avancer et c'est cool. J'étais pas très basket, mais franchement, aller voir jouer, cette envie, cette motivation, ils n'ont pas lâché un morceau, et c'est superbe. Moi j'en suis content. Et pourtant j'étais plus football que basket. Le basket qui rassemble tout un pays derrière un club. La Roca Team connaîtra son futur adversaire en play-off vendredi après son match face à Berlin. Les joueurs comptent d'ailleurs sur vous pour venir les encourager à Gaston Médecin. Clap de fin pour le Festival Printemps des Arts. L'événement nous aura proposé un véritable voyage dans le temps. Il se clôturera demain à l'Auditorium René 3 avec un concert de Renaud Capuçon. Il nous attend dans les studios de Monaco Info. Bonsoir Renaud Capuçon. Bonsoir. Le Festival Printemps des Arts vous a confié ce concert de clôture. J'imagine tout d'abord que c'est un grand honneur de vous produire ici à Monaco devant un public de mélomanes. Oui, c'est toujours un bonheur de retrouver cette principauté que j'aime beaucoup. Et j'ai joué beaucoup ici, aussi bien l'été que pendant la saison. Et c'est un plaisir de revenir à ce festival. On dit que Monaco est un haut lieu de la culture. C'est un avis que vous partagez? Ah oui, bien sûr. Si on ne pense simplement qu'à la liste des artistes qui sont venus là depuis
les 50 dernières années, ça donne le tournis. Et je pense que c'est un endroit où il n'y a pas que la musique, il y a énormément de choses artistiques qui se passent. Et vous avez beaucoup de chance. Alors, Beethoven sera à l'honneur de votre concert de clôture, notamment, puisqu'il y a aussi Shostakovich et Dutilleux, c'est ça. Beethoven a très peu composé pour le violon. Il y a eu un seul concerto et puis les 2 romances que oui, alors il a composé relativement peu de concertos. Il en a composé un alors qu'il en a fait 5 pour piano. Mais c'est le plus beau qui ait jamais été composé de l'histoire de la musique quasiment. Donc ce concerto est une splendeur. Et là on joue les 2 romances qui sont 2 petits bijoux aussi. Assez rarement joués parce que des formats assez courts. Donc c'est pas... voilà. Et là on les joue avec une pièce de Dutilleux qu'il a écrite pour Anne-Sophie Mutter il y a une quinzaine d'années. Qui fait une dizaine de minutes. Et donc on jouera une romance de Beethoven, cette pièce de Dutilleux qui s'appelle Sur le même accord. Et une autre romance de Beethoven. Donc c'est une façon de mettre aussi en relief et en valeur cette pièce de Dutilleux qui est sublime. Bruno Mantovani, que vous connaissez très bien, a repris la direction artistique du festival. Qu'est-ce que cela vous inspire? Tout d'abord, la programmation, qui est quand même qui balaye 8 siècles de musique. Oui, alors je pense que c'est une tradition maintenant de passer d'un compositeur à l'autre, parce que Marc Monet était compositeur, et mon ami Mantovani aussi. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Il m'a écrit plusieurs œuvres, dont un concerto pour violon magnifique qui s'appelle Jeu d'eau, qu'on avait créé ensemble. Et c'est vrai que cette programmation, on retrouve sa patte, on retrouve son... Et c'est ça qui est beau dans la programmation d'un festival, c'est que quand elle est dirigée par un artiste, par un musicien, il y a vraiment une empreinte. Alors je ne dis pas que quand c'est dirigé par un non-musicien, il n'y a pas d'empreinte, mais c'est très particulier et plus reconnaissable quand c'est fait par un musicien. Là, c'est vous qui avez choisi ce que vous allez jouer Non, ça m'a été suggéré aussi par Didier de Cotigny, qui est le directeur de l'orchestre de Monte-Carlo, et que je remercie d'avoir pensé à ces œuvres-là, parce que ce sont des œuvres qu'on joue encore une fois rarement, et donc j'ai immédiatement accepté avec enthousiasme. Alors, on connaît Renaud Capuçon, violoniste. Vous avez également fait des essais ici en tant que chef d'orchestre. C'était il y a 10 ans. Est-ce que vous vous en rappelez? Ah oui, j'avais joué et dirigé du violon. Alors, j'avais pas dirigé, mais oui, absolument. Avec le violon. Vous vous en souvenez? Bien sûr, c'était à la salle Garnier, je m'en souviens très très bien. Je suis effrayé d'imaginer que ça fait déjà 10 ans. Le temps passe à une vitesse incroyable. Mais un de ces grands moments que j'ai passé ici aussi. Oui. Et depuis, vous avez Depuis, j'ai continué parce que je l'avais fait aussi avant. Et maintenant, j'ai la charge de l'orchestre de chant de Lausanne, donc je suis le directeur artistique. Et maintenant, je dirige même sans mon violon, ce qui est un grand pas en avant et le début d'une grande aventure. Oui, je reste violoniste et surtout, je suis musicien. C'est ça, parce qu'il y a 10 ans, vous disiez déjà que pour devenir chef d'orchestre, il y avait au moins 20 ans... Oui, mais en même temps, ça faisait déjà 15 ans que je le disais, donc on est presque à 25 ans. Je pense de diriger un jour depuis que j'ai 20 ans. Et j'en ai 46, donc j'ai attendu 25 ans. Et j'aurais pu attendre encore 20 ans si ma femme m'avait pas poussé en me disant « mais il y a un moment, il faut le faire ». Et donc je la remercie pour ça. Juste un mot, Renaud Capuçon, sur le pouvoir de la musique dans un contexte comme celui que l'on vient de traverser et le contexte actuel, notamment en Ukraine. Je pense que la musique se passe de mots et que je suis persuadé qu'on devrait être plus sensible au fait que la musique peut être un instrument diplomatique absolument essentiel et incroyable. Et j'ai l'impression que souvent, on passe à côté de ce pouvoir de la musique. Il y a vraiment une chose qui est... Et puis au-delà de ça, la musique parle à tous les peuples, elle parle à toutes les générations, elle parle à toutes les catégories sociales. Et dans des contextes comme celui-ci, alors c'est vraiment essentiel. Eh bien, merci beaucoup, Renaud Capuçon, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info aujourd'hui. Elle partage le même instrument que Renaud Capuçon. Zhang Zhang, la violoniste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a été honorée en milieu de semaine à Paris en présence du prince Albert II. Elle a reçu le prix Jean-Pierre Bloch qui récompense des artistes dont le travail est dédié à la promotion des droits de l'homme, un prix créé en 2012 par la LICRA. Zhang Zhang est au micro d'Alexandra Pani. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas un meilleur symbole de universalisme que le Principauté de Monaco. Et donc, tous mes... je suis un peu grandi à Monaco, même si je ne suis pas enfant quand j'y arrivais, mais je pense que c'est Monaco qui m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Avant, pour moi, la musique, c'est mon métier, c'est mon travail, ma carrière. Et c'est à Monaco que j'ai découvert qu'en fait, la musique, c'est beaucoup plus que ça. Qu'on peut, en tant que musicien, on a une voix, on a un devoir aussi de faire beaucoup plus, d'offrir la beauté, ça c'est déjà pas mal, et la joie, mais on peut aussi réunir les gens.
Et donc je trouve que surtout dans le contexte d'aujourd'hui, les artistes, nous avons de possibilités de donner beaucoup plus à notre société, partout où on est, des artistes de toutes les musiques, tous les styles différents, parce que quand il y a la musique, il y a de l'écoute. Et quand les gens s'écoutent, on peut créer de belles choses et aussi on peut promouvoir la paix. Et cela rejoint le message de Renaud Capuçon que nous recevions tout à l'heure. On rejoint Julia Vial pour le reste de l'actualité. Bonsoir Julia, une information pratique pour débuter, avec le retour à la normale concernant la circulation des trains entre Nice et Vintimille, après des travaux dans le tunnel de Cimiez. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Ce chantier avait été lancé le 30 août dernier pour maintenir le niveau de performance de la ligne. À compter de ce dimanche 3 avril, le dispositif de circulation alternée prendra fin. Les trains pourront donc de nouveau rouler sur les deux voies entre les gares de Nice et Aise-sur-Mer. Cela va permettre finalement un retour à la normale des dessertes ferroviaires entre Nice, Menton et Vintimille. Les voyageurs pourront ainsi retrouver dès le début de la semaine prochaine une fréquence de 4 TER par heure en horaire de pointe dans les deux sens de circulation. En complément de cette réouverture de double voie pour les trains de la SNCF, il y aura aussi, Émilie, la réouverture du boulevard du Larvoto en double sens à compter de ce lundi 4 avril. Il revient tout simplement à sa configuration initiale. Le 79e Grand Prix de Formule 1 de Monaco aura lieu du 26 au 29 mai prochain. L'Automobile Club vient tout juste de dévoiler l'affiche de cet événement sportif incontournable. Une affiche aux couleurs évidemment de la principauté avec ce slogan « Let's Race ». Ce Grand Prix de Monaco 2022 promet en tout cas d'être plein de changements puisque le format du week-end abandonne la tradition du roulage du jeudi et redevient plus compact. Comme vous l'avez constaté, Émilie, la principauté a déjà commencé sa transformation. Les rues prennent petit à petit la forme d'un véritable circuit automobile. Une grande partie des rails et des grillages de sécurité ont d'ailleurs été installés ces derniers jours. Oui, et puis sachez que vous pourrez suivre en direct les 3 événements automobiles sur notre antenne. Le Monaco e-Prix, le 13e Grand Prix Monaco historique et le Grand Prix de Formule 1. Vous teniez à nous partager, Julia, ce rendez-vous au marché de la Condamine, une soirée italienne. Elle aura lieu au sein de la Halle Gourmande le mardi 26 avril à partir de 19h. Alors au programme, décor aux couleurs de l'Italie, plats typiques évidemment et ambiance musicale assurée par le groupe Allegria Band. Il va reprendre en live les classiques de la chanson italienne de 19h30 à 22h. Pour cette soirée, le public désirant consommer à l'intérieur est invité à réserver au préalable auprès des commerçants de la halle. Des tables sans réservation seront toutefois mises à disposition sous les arcades et sur la place du marché. D'autres soirées, Émilie, conviviales et festives vont suivre dans les semaines à venir. Merci Julia. La protection de l'environnement est l'affaire de tous. Nombreuses sont les initiatives dédiées à la préservation de notre planète. Dernière en date, celle de l'AMAO, l'association monégasque des athlètes olympiques. Elle a organisé une marche ce samedi matin, une collecte de déchets partie de la place du Palais Princier jusqu'à la Turbie. Le reportage de Fabien Bonilla et d'Olivier Bonello. Il est 8h30, place du Palais, des sportifs toujours en compétition, mais aussi d'anciens athlètes olympiens monégasques et français, comme par exemple Fanny Horta, l'ancienne capitaine de l'équipe de rugby à 7 et médaillée d'argent au dernier JO. Tous se sont regroupés ce matin avec à leur côté des élèves du collège Charles III. C'est parti pour 3h30 de marche de la place du Palais en passant par la place d'Armes, Beau Soleil, jusqu'à la Tête de Chien, à la Turbie, soit 8 km environ avec un sacré dénivelé. L'objectif n'était pas seulement une marche, mais surtout de ramasser tous les déchets sur le chemin. Cette opération a été organisée par l'AMAO, l'association monégasque des athlètes olympiens. Ça réunit les 3 valeurs olympiques, donc l'amitié, l'excellence et le respect. L'amitié, pourquoi ? Il y a le partage et l'entraide. L'excellence, c'est se dépasser. Et le respect de l'environnement. Un jeune, voilà. Un blanc, un jaune, allez. On se rend compte que mine de rien, on a quand même énormément ramassé malheureusement, notamment beaucoup de mégots, de plastique. J'ai ramassé des mégots, des masques et du polystyrène. Ça a été dur à des moments,
Mais c'était bien parce qu'on était vraiment avec tout le monde, donc c'était amusant et c'était une bonne expérience à vivre, quoi. Allez, go. On passe par où? Là, juste là-bas. Allez. C'est en collectivité, donc et puis dans la nature comme ça, c'est agréable. Je trouve que voilà, de pouvoir se mêler à plusieurs générations dans un même but qui est la préservation de l'environnement. En tout cas, c'était une très très belle journée et j'ai trouvé que les messages étaient assez forts. À l'arrivée, une collation et des rafraîchissements, mais surtout une photo avec à la main le fameux carton blanc signifiant la paix par le sport. Un geste symbolique, mais ô combien important en cette période. Oui, la journée internationale du sport au service du développement et de la paix qui aura lieu le 6 avril prochain. Restons dans le thème de l'environnement et intéressons-nous à notre façon de consommer. De nouvelles habitudes ont pris place dans notre quotidien, comme l'achat de produits de seconde main. L'ancienne sportive Decathlon mise déjà dessus. Quel avenir pour l'économie circulaire? C'est la question que nous avons posée à Sébastien Hucher. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Comment un grand groupe comme celui que vous représentez se met à l'économie circulaire? Je crois que c'est le sens qui fait qu'on se met à l'économie circulaire. Les rapports du GIEC se succèdent et on est face au mur, donc il faut agir de manière forte et de manière rapide. Et donc c'est comme ça qu'on met tout en œuvre aujourd'hui pour baisser notre impact carbone grâce à l'économie circulaire. Comment cela se traduit à Decathlon Monaco? À Decathlon Monaco et comme partout en France, c'est mettre en énergie les collaborateurs pour atteindre un chiffre d'affaires qui sera essentiellement issu de l'économie circulaire, mais pas que, c'est mettre en avant aussi les produits éco-design, les produits éco-conçus. Plus de 80% de l'impact de l'entreprise est lié aux produits, donc on doit baisser notre impact sur les produits et mettre en avant cette nouvelle économie. Nos clients nous attendent là-dessus. Et finalement, c'est vendre des produits d'occasion, reprendre des produits sportifs, faire émerger la location des produits, faire finalement en sorte qu'un produit reste durablement dans notre écosystème. C'est ça l'économie circulaire. On doit passer de cette économie linéaire où on achetait, on produisait, on achetait, on jetait, à cette économie circulaire où on garde longtemps nos produits sur nos terrains de jeu. Et c'est compliqué de continuer à développer des actions comme celle-ci. Comment la clientèle le perçoit? Il y a quand même une conjonction que ce soit l'État, les citoyens, les entreprises. Donc la clientèle attend de Decathlon qu'on ait un impact moins fort, attend qu'on propose des produits de seconde main, attend qu'on ait des actions claires autour de l'éco-conception de produits. Donc ça se passe très bien et dès qu'on met en place en magasin ces actions-là, ça fonctionne. Et c'est ce qui se passe, on le voit aujourd'hui à Monaco avec ce changement très fort pour développer l'économie circulaire. Monaco est précurseur en la matière, mais ces actions se déroulent également dans l'Hexagone. C'est vraiment un projet français, monégasque, d'aller chercher une part de chiffre d'affaires qui soit durable, issue de cette économie circulaire pour aller de plus en plus vite, parce que c'est un des meilleurs moyens pour atteindre nos objectifs. On a des objectifs de baisse d'impact carbone très élevés, et donc on ne peut pas faire autrement, et ça va fonctionner. Votre engagement pour l'environnement ne date pas d'hier. Vous vous étiez déjà positionné, on se rappelle, en retirant les bouteilles en plastique de vos rayons. Oui, tout à fait. C'est des petits gestes simples. On a cette chance d'être dans une entreprise où la subsidiarité est possible. On peut prendre des décisions à l'endroit même où elles vont avoir un impact. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et c'était le cas pour ces bouteilles en plastique. Ça n'a pas de sens de vendre des bouteilles en plastique à usage unique juste en face de la mer. On va les retrouver, des fois jetées. On pouvait vendre des gourdes à la place et mettre de l'eau à disposition des sportifs. C'était quand même plus sympa. Et ça marche, ça fonctionne bien ce projet depuis 3 ans. Et puis, il est pris maintenant en exemple et on le voit se déployer dans plein d'autres magasins. Sébastien Hucher, on le voit avec les événements qui se multiplient, la réparation, la seconde main, c'est une nouvelle façon de consommer, un nouveau visage du commerce qui s'installe durablement. Bien sûr, ça s'installe durablement et les Français sont de plus en plus sensibilisés, nos collaborateurs aussi, extraire des matières premières, produire des objets, les vendre et les jeter, c'est plus possible, on ne peut plus faire ça. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Hucher d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info pour partager votre message. Merci Émilie, à bientôt. Et précisons que Decathlon Monaco organise samedi prochain une journée reprise du vélo. On retrouve Julia Vial pour un nouveau point sur l'actualité avec cette soirée caritative, Julia.
Dans le cadre de sa prochaine expédition au Népal, Tito Tomasi, vététiste français, a mis en vente une série de ses toiles au profit de l'orphelinat qui s'intitule Buddha's Helping Hands à Katmandou. Ce touche-à-tout amoureux de voyage propose de le suivre dans ses aventures à travers ses peintures. C'est une vraie incitation au partage, Émilie. Tito Tomasi a pu également, lors de cette soirée, présenter les différentes étapes de sa prochaine grande aventure au Népal, qui est donc prévue à la fin du mois de mai. Qui dit avril dit Pâques, Julia, et forcément chocolat. L'Amicale des aînés monégasques a d'ailleurs prévu une distribution de friandises. Elle se déroulera le mardi 12 avril au foyer Régnier 3, avenue de la Quarantaine, de 14h30 à 17h, pour tous les membres à jour pour l'année 2022. Je vous rappelle d'ailleurs que la mise à jour des cartes de tous les membres actifs et membres d'honneur peut se faire tous les mardis de 15h à 17h. Merci Julia. Retour à présent sur le premier rendez-vous des imprévus des ballets de Monte-Carlo de l'année. Il a été réalisé en collaboration avec le Pavillon Bosio. Plus de détails dans ce reportage de José Sacré. Rencontre privilégiée entre jeunes chorégraphes de la compagnie des ballets de Monte-Carlo et de jeunes scénographes, les premiers imprévus de l'année 2022 ont été présentés à l'atelier des ballets de Monte-Carlo les 1er et 2 avril en collaboration avec l'école d'art du Pavillon Bosio. On donne la possibilité à ces étudiants de se confronter à la réalité d'une mise en place d'un spectacle. Cette école d'art étant axée autour de la scénographie d'exposition, mais la scénographie aussi de spectacle, c'est un merveilleux exercice appliqué, je dirais, pour leur permettre effectivement de découvrir la réalité de ce monde. Alors en fait, on a pris un thème chapeau, pour faire très court, on va dire danse, théâtre et nature, et on a posé cette question à nos étudiants. On s'est appuyé sur un texte de théâtre qui a été développé par ailleurs dans un autre projet et par le travail d'un philosophe, Baptiste Morisot, et ça nous a servi de socle tant aux danseurs qu'à nos plasticiens pour se rejoindre et travailler ensemble sur cette question. C'est très impressionnant parce que c'est une chance pour nos étudiants de travailler avec des danseurs qui sont à classe mondiale, font partie des très très bons danseurs internationaux. Et pour moi qui ne suis pas un spécialiste des ballets, parce que je viens plutôt des arts visuels, c'était une expérience assez impressionnante. Puis c'est une histoire longue, hein, c'est la 12e édition, donc je suis très content de pouvoir faire partie de cette histoire. Il y a maintenant beaucoup de jeunes étudiants de l'époque qui sont devenus des gens aguerris dans le milieu de la scénographie de spectacle, et ça prouve qu'effectivement, encore une fois, à Monaco, l'air de rien, un travail assez exceptionnel est fait. Culture toujours avec la prochaine projection de l'Institut audiovisuel de Monaco. Elle aura lieu mardi à 20h au Théâtre des Variétés et mettra à l'honneur Buffalo Bill, un personnage historique que le prince Albert Ier a bien connu. Vincent Vatrican vous en dit plus, il est interviewé par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Ce soir, nous parlons d'un film de 1936 en noir et blanc de Cécile B. 2000, une aventure de Buffalo Bill. Du coup, c'est un western. C'est ça. Il ne faut pas se refuser les films de genre dans cette programmation. On nous en fait quelquefois le reproche, donc pourquoi pas du film fantastique, pourquoi pas du western. On l'a déjà fait, peut-être pas assez, donc... Alors du coup, qu'est-ce que ce western a de particulier par rapport à d'autres? Parce qu'il y a un nombre incalculable de westerns réalisés. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, peut-être pourquoi avoir choisi celui-là? J'ai une petite idée, vous allez le dire. Une aventure de Buffalo Bill. Dans le cas de la programmation, qui, je le rappelle, est en lien avec le prince Albert Ier, oui. Il se trouve que le prince Albert Ier, septembre 1913, rencontre Buffalo Bill pour les besoins du cinéma, puisque cette rencontre, qui est en fait fictionnalisée pour les besoins du cinéma, oui, parce qu'il y a des images, sortira quelque temps plus tard sur les écrans américains. Donc c'était aussi pour, entre guillemets, rendre hommage à cet épisode de la vie du prince Albert Ier. Voilà, oui. Le film évoque Buffalo Bill, donc on s'est dit on va sélectionner ce film. Première des raisons. La deuxième,
c'est que j'aime beaucoup le cinéma de Cécile B2000, qui est un cinéaste qui s'est surtout illustré par les péplums. On connaît évidemment les 10 commandements, mais il y en a bien d'autres. Et il s'est illustré dans un certain nombre de genres, dont le western, et a donné au western quelques-uns de ses meilleurs films. Donc voilà, 2 raisons majeures pour lesquelles on a sélectionné ce film. Là, c'est donc Gary Cooper qui joue Wild Bill Hickok, le personnage central, même si c'est pas Buffalo Bill. Jane Arthur qui joue Calamity Jane. Un mot sur l'histoire ? À la suite de la guerre de sécession, l'histoire raconte un trafic d'armes entre cow-boys et indiens. C'est pas non plus l'histoire qui est le plus passionnant dans le film, ou disons le contexte. Ce qui est appréciable, c'est la manière dont Cécile B2000... C'est la réalisation. Voilà, c'est la réalisation, et arrive à mélanger à la fois l'histoire et la légende. C'est-à-dire qu'il évoque dans ce film, à un train d'enfer, il faut bien le dire, plusieurs moments de l'histoire du Far West. C'est un condensé de légendes de l'Ouest. Hein, c'est ça. Ouais. Et il a quand même un brio incomparable pour arriver à la fois à être dans le détail et dans le gros plan, sans jamais quitter la vue d'ensemble, c'est-à-dire le contexte, l'histoire qu'il raconte. C'est un film qui est extrêmement dynamique, ce qui veut dire qu'il est en même temps distrayant, et une vision de l'Ouest américain. Mais écoutez, allons voir Une aventure de Buffalo Bill. Merci Vincent Vatrican. Merci Fabien. Your honorary coat! Nous retrouvons Julia Vial pour les prévisions météo. Quel temps est prévu pour ce dimanche 3 avril, Julia ? L'adage « Avril ne te découvre pas d'un fil » prend tout son sens ces derniers jours, Émilie. Les températures seront en effet très fraîches avec 11 degrés seulement de maximale. Le ciel sera lui couvert et des averses sont même prévues au cours de la journée. Demain, nous célébrerons les Richards. Merci Julia, et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Ce soir, nous vous emmenons dans les coulisses des caves de l'Hôtel de Paris. Elles seront à l'honneur dans le magazine Grand Format présenté par Sébastien Borgna, portant sur l'expérience monégasque. Excellente soirée à tous et à demain, 20h, pour le best-of de la semaine.